Bonjour et bienvenue sur le podcast Culture Slalom où nous irons ensemble à la rencontre des champions, des entraîneurs et de tous ceux qui ont fait l'histoire du canoë-kayak slalom français. Ce sera l'occasion de découvrir leur parcours et d'échanger avec eux sur l'entraînement et la performance. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Jacques Roisin. Alors Jacques, c'est un parcours peu commun. Parmi les meilleurs kayakistes français de sa génération, il est sollicité à 26 ans seulement pour devenir directeur de l'équipe de France slalom. Il enchaînera sur la direction de l'équipe de France course en ligne avant de poursuivre une belle carrière en tant que conseiller technique régional à Toulouse. Salut Jacques et merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce podcast. Je te propose comme toujours de commencer par le début. Qu'est-ce qui t'a amené au kayak slalom ? Alors oui, j'ai commencé par le kayak à 6 ans, donc ça fait maintenant quelques années. Donc j'ai commencé à Arcachon, au club d'Arcachon, parce que je voulais faire une activité en lien avec l'eau. La plongée ne prenait pas à l'âge de 6 ans, donc je suis allé faire du kayak. Et après j'ai fait aussi un petit peu de voile, normal à Arcachon, tu touches forcément la voile. Ah ouais, donc Arcachon, forcément, le rapport à l'eau, c'était central, quoi. Exactement. Et donc, ensuite, après l'inscription au club, c'était une personne bien connue des anciens du canoë, c'est le père Rambaud, qui était un père dominicain, qui était dirigeant d'un collège privé à Arcachon, qui est originaire de Lyon, donc c'est pour ça qu'il est bien connu, et qu'il a aussi appris à pagayer à Antoine Guacci après moi. Mais Comment il est arrivé au kayak, lui ? Alors ça c'est des mouvements plus de jeunesse entre les deux guerres. Le moment où le canoë s'est beaucoup développé, où il y avait les descentes de rivière avec des canoës en bois étaient très fréquentes et se développaient beaucoup. Il y avait aussi en parallèle les mouvements scouts avec des mouvements de jeunesse. Et donc tout ça, cette personne-là s'est occupée de plein de jeunes et plein de gamins. Donc naturellement, il nous a formés à ce qu'il savait faire. C'était le canoë, et donc j'ai fait toutes les rivières de France et de Navarre et en Espagne depuis l'âge de 6 ans. Donc une pratique rivière avant tout. Rivière avant tout, loisir, et puis après tu viens à la compétition, parce que tu as un peu de réussite au niveau régional. Donc le CTR, qui était Michel Clanet à l'époque, créait une équipe dynamique autour de lui, avec des athlètes. Je peux te citer des noms, Jean-Marc Daugé, de la famille Janquet, Bruno et Thierry, tout ça c'était des Aquitains. Le club de Pau, enfin, on a formé beaucoup. Il y avait à l'époque le père de Tony, le père Estanguet. Il y avait Jackie Labatte, il y avait Montero, Blanco, tout ça c'est des noms que les Palois connaissent. Francis était déjà là, Francis Cohor était déjà là, donc tu vois, Francis on se côtoie depuis 50 ans. Ah, j'ai eu la chance d'avoir un long entretien avec Francis il y a quelques années, on lui racontait un peu la jeunesse du club de Pau et tout, c'est un personnage. Tout passionnant. Tout à fait. Qui est dévoué au club de Pau. C'est des gens comme ça, sur la longévité et ce qu'ils ont apporté à un club, mais c'est de l'or. C'est de l'or. Et il continue. Ah, il est toujours là. Et il continue. Ouais. Donc dimanche prochain, moi je vais juger et avec plaisir. Et il y aura Francis au bar Bien en sûr. train de s'activer dans tous les sens. Voilà. C'est un peu lui renvoyer la balle sur ce qu'il nous a apporté quand nous on était gamins, parce que il nous trimballait pour aller au stage, il nous encadrait sur des navettes, sur des descentes et ainsi de suite. Et alors le lien entre Francis qui était plutôt au club de Pau, toi qui étais plutôt à Arcachon, c'était quoi ? C'était le père ? Non, ça c'était la dynamique régionale. D'accord. Ce que tu as connu en Bretagne, nous on l'a connu en Aquitaine. Ça a démarré dans les années 70, début 70,
Et donc il y avait bien d'autres clubs. Il y avait toute la Dordogne qui était super dynamique, avec des clubs comme Sainte-Foy-la-Grande, le Galop, ça s'appelait, Périgueux, avec Trélissac et Marsac qui existe toujours, en plutôt descente, orienté descente maintenant, mais qui existe toujours. C'est pour ça que nous on faisait de l'eau vive. C'est on faisait slalom et descente. Le club de Maxence Barou, on le salue. Exactement. Et donc ça c'était une dynamique régionale qui a démarré de 70 et puis qui ne s'est pas arrêtée, puisque aujourd'hui t'as le club toujours une dynamique de progression et d'animation avec les clubs. T'as le Père Courtiade qui s'en occupe un peu. T'as le Pôle Espoir, l'émanation de cette dynamique qui existe à Pau. Et puis le Pôle France derrière avec une dynamique de progression pour les athlètes. Donc tout ça, si tu veux, c'est l'empilement et la construction au fil des années d'expérience, de savoir-faire, de dévouement, puisqu'on parlait de Francis, qui font que on en arrive aujourd'hui à je dirais une quantité assez importante de personnes ici sur Pau qui pratiquent et à un bon niveau. Et quand tu vois, quand tu es là au bord du bassin et que tu vois toute la dynamique qu'il y a avec des adultes, les poliettes, avec des gamins qui descendent aussi en poliettes, quand je les vois faire, je rajeunis. Parce que nous, on n'avait pas de poliettes à l'époque, mais on avait des bateaux en fibre, mais on faisait la même chose. On descendait et on se faisait plaisir en descendant des rivières. Ah, c'est la nature du sport qui est toujours très présente. Oui, oui. Et alors, donc tu commences donc c'était un club à Arcachon. Voilà, donc ça c'est jusqu'aux années, j'avais 17 ans à peu près. Ah, t'as commencé? J'ai commencé à 6 ans, jusqu'à 17 ans, okay. J'ai connu ça, cette dynamique-là. Club, région, les stages pendant les vacances. À l'étranger un peu ou surtout en France? Alors à l'époque on n'allait pas à l'étranger, enfin on allait à l'étranger mais en Espagne. D'accord. On franchissait juste la frontière et on allait à en Espagne. La Palaresa, Sorte. La Pala, Sorte, CO au début, sur le Valira. Il y avait déjà un bassin. Eh bien oui, il y avait le bassin sur le Valira qui a été après abandonné quand l'autoroute entre l'Andorre et la frontière de CO a été construite. Ah, c'était là? Oui. Ah ouais, d'accord. C'était juste là. C'est là qu'on a notre hébergement à chaque fois. Voilà. Il y avait le bassin qui était là, il y avait eu des Coupes d'Europe. Pas de championnat du monde, mais des Coupes d'Europe. Ah ouais, d'accord. Bassin, là. Ok. Et donc il y avait les gagnettes, c'était déjà là. Enfin bon, voilà, c'était déjà le début de toute cette dynamique qui pour eux a abouti à l'organisation des Jeux en 92. D'accord. Et quand tu fais donc cette pratique jeune, essentiellement rivière, il y a déjà slalom, descente, d'autres disciplines aussi? On faisait un peu de course en ligne parce que à l'époque il y avait les CAPS. Ouais, que tu as connu. Voilà. À mon grand regret, à mon grand plaisir. Donc cette dynamique, cette animation CAPS, on en faisait un peu. Moi, j'en faisais sur le lac à Bordeaux avec Clanet, le CTR, qui nous invitait sur des animations. Donc j'en ai fait un peu à cette époque-là, pas beaucoup, hein, mais je faisais plus de l'eau vive. Et donc et slalom descente, les deux. Et on allait au championnat de France. Cadet, slalom, descente et combiné. Donc il y avait un titre dans chaque discipline plus le titre combiné. Exactement. Qui avait la même valeur ou c'était le meilleur des cadets, c'était celui qui était champion de France combiné. D'accord. Et à quel moment ça s'est séparé les deux disciplines? Ça s'est séparé alors est-ce qu'à l'international c'était aussi ça ou c'était que du slalom? Non, à l'international c'était séparé. D'accord. Slalom d'un côté, descente de l'autre, avec des dynamiques différentes, une revendication du slalom pour rentrer dans les Jeux, pour rentrer aux Jeux,
et puis une dynamique descente qui voulait rester plus proche de la nature, et puis plus sur des longues épreuves. Or, on sait que des longues épreuves dans la nature, c'est difficile à médiatiser, difficile à mettre dans un programme des jeux. Donc là, il y a eu vraiment dans les années fin des années 70-80 deux dynamiques différentes d'évolution et de projets portés par des élus des différentes commissions nationales et puis des élus aussi nationaux, les membres du comité directeur de la Fédé, et ainsi de suite. Et les cadres aussi derrière qui suivaient. Et toi, tu avais quel âge au moment où ça se sépare ? Alors, au moment où ça se sépare, j'étais déjà senior. J'étais plus dans ce circuit-là, mais ça a dû se séparer dans les années 86 à peu près, 85-86. Je pense, donc, de mémoire, milieu de carrière senior déjà pour toi, c'est ça? Ah oui, j'entamais ma carrière professionnelle à ce moment-là. Ouais, déjà, d'accord. Donc moi jusqu'à 18, je suis à Arcachon dans le lycée privé justement du père Rambaud. Donc c'était facile, on sortait des cours, on allait faire du bateau et vice versa. Et puis après je suis parti en sport-études à Périgueux, où là il y avait une section sport-études montée par le CTR avec un entraîneur dédié qui était un prof de PS qui s'appelle Jean-Paul Tognazzi, voilà, que j'ai revu au Championnat du Monde ici. C'était très agréable d'ailleurs de le revoir. Et donc là c'était un entraînement par jour minimum. Et on est rentré dans le haut niveau. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Il y avait une envie avant chez toi ? Ouais, il y avait une envie d'aller vite en bateau et de bien naviguer. Ça c'est clair. On s'entraînait, on essayait de s'entraîner le plus possible. Les quantités étaient directement liées aux saisons. L'hiver, il y avait beaucoup moins d'entraînement qu'à partir du printemps. Ici, on se déplaçait très souvent dans les Pyrénées, que ce soit sur le Larreau, Gap d'Aspe, Gap de Pau, à Saint-Pé. C'est tous des spots de l'époque qu'on utilisait et alors on naviguait beaucoup plus entre Pâques et puis Toussaint. Vous aviez un peu une trêve hivernale ? Ouais, une trêve hivernale où chacun restait chez soi, parce qu'il y avait aussi la scolarité qu'il fallait suivre. Hein. Il n'était pas question de faire autre chose que de suivre une scolarité normale. Donc c'est pour ça que sont apparues les sections sport-études. C'est à ce moment-là qu'il y a les premières qui apparaissent ? Voilà. C'est dans les années 77-78. Et donc là, très peu d'aménagement scolaire, mais un entraînement quotidien, voire bi-quotidien, parce que des fois on faisait entre midi et 2 et le soir, toute l'année. Et là, toute l'année. Et construit avec un entraîneur au bord dédié. Et aussi, ça c'était un gros avantage, un déplacement sur les compétitions, sur un programme de course construit sur la saison. Alors à l'époque c'était les sélectifs nationaux qui servaient de sélection et puis de progression dans les classements, mais des déplacements construits là-dessus. Et on faisait aussi tout le temps slalom descente. Alors, avec plus ou moins de réussite dans l'une ou l'autre, suivant les individus, mais on continuait à faire de la descente quand on était slalomeur. Voilà. J'ai fait la descente du Scorff. Mythique. Mythique. Et tu te situais comment dans les résultats au lycée, en gros, quand tu es en sport-études Alors, en sport-études, à ce moment-là, j'étais dans les 5 premiers slalomeurs. Dans ta génération. Voilà, les noms, si tu veux des noms, c'était Jean-Yves Prigent, Christophe Prigent,
Bernard Renault, Christian Frossard. Ça, c'était les anciens, les plus vieux. Et puis ensuite, tu as eu des athlètes comme Bruno Carlier qui sont arrivés. Il y a eu la bande des Bretons avec Nico Lefriec qui était en kayak, qui va passer en C2. Et puis j'en oublie forcément des Bretons que tu dois mieux connaître que moi, mais il y en avait beaucoup à cette époque-là autour de Jean-Yves et Christophe, Jean-Pierre Lelanne aussi. Il était en kayak avant de faire les équipiers. Voilà. D'accord. Donc à ce moment-là, c'est un peu le début pour toi d'un projet haut niveau. Voilà. Il se passe quoi à la fin de ta section sport-études? Eh ben, l'armée. Ah, le bataillon. Le bataillon de Joinville. Voilà. Un an à s'entraîner. Alors c'était comment? Raconte le bataillon. Parce que moi j'en reviens pour la petite histoire. J'étais il y a une semaine à Fontainebleau. Ah non, on était à Fréjus. On était invité dans un régiment d'infanterie de marine et pour nous c'était une semaine militaire, mais aussi relations publiques et en regroupant tous les sportifs de haut niveau de toutes les disciplines. Donc c'était vraiment sympa, mais c'était une semaine. Alors là au BJ, c'est la rencontre d'autres athlètes d'abord, et puis ensuite t'es appelé et tu dois faire l'armée. Donc autant la faire dans un cadre plutôt agréable, plutôt que de te faire chier dans un régiment à garder des trucs inutiles. Donc dans la rencontre, il y a plein d'athlètes. Moi j'ai fait l'armée, j'étais avec Bernard Rigaud, le C2 Bernard Rigaud en descente, les calories, Jean Sennelier, Emmanuel Moreau. Il y avait un mec qui s'appelait Emmanuel Petit qui faisait de la descente. Il y avait de la course en ligne plutôt. En course en ligne, il y avait Lambert qui faisait du C1, qui était pas mal en C1, qui a fait du C2 avec Lambert Langlois après. Là, faut aller chercher loin. Ah, ça remonte. Mais ça remonte, c'était en 60, je suis de la 90, donc je suis rentré en octobre 80 à l'armée. Donc, ces gens-là sont rentrés avec nous. Donc, évidemment, c'est la construction, d'une équipe et un partage sous la contrainte de partage de conneries évidentes. Enfin, on a fait voilà. J'imagine qu'en une année vous avez tissé des sacrés liens. Ouais. Parce que c'était du coup toute l'année au BJ. Alors, sauf si tu veux, la particularité du BJ, c'était que tu rentrais, tu faisais 3 semaines de classe, et ensuite tu avais une période où tu restais à la caserne, où tu faisais de l'entraînement hivernal. Donc nous, c'était matin muscu, footing, bateau l'après-midi, et ainsi de suite. Ça s'appelait La Madeleine au bord de la Seine, la base. Voilà. On y allait en camion bâché. On a toujours les mêmes camions bâchés, je crois. On a passé la semaine dedans. Donc, ça a pas changé en 5 ans. Et on était hébergés à l'EIS, à Fontainebleau. L'école interarmée des sports. Voilà. Ça s'appelait comme ça. Qui est devenu Centre national des sports de la défense. Exactement. Et donc vous faisiez les allers-retours entre Fontainebleau et Joinville, ou c'était que Fontainebleau? Ah non, on était qu'à Fontainebleau. Que à Fontainebleau. Ouais. On allait à Joinville. Il y avait le siège de la Fédé était à Joinville. Donc de temps en temps on y allait, mais c'était rare. C'était rare. On allait. Le bataillon s'était déjà délocalisé à Fontainebleau. Voilà. On allait plus faire les cons à Paris, oui, que passer à la Fédé. C'est plus attrayant à cet âge-là. Voilà. Mais toutes les promos qui sont passées avant nous et après nous, elles ont fait pareil. C'était exactement la même dynamique. Et quand même vie militaire, ou c'était très sportif? Vie militaire un peu, et puis très sportif. Nous, on a eu la chance d'avoir un mec qui sortait du CAPES et qui avait une année à pas savoir quoi faire et qui s'est entraîné et qui nous a entraînés avec lui. C'est Hervé Madoré.
Donc de là, il nous a trimballé et c'était lui le référent. Si Qui est tu d'une veux, pour les génération slaloms. avant Hervé, c'est ça? Ouais, il est un peu plus vieux que moi, oui. Ouais. Donc qui lui, il sortait du CAPES de l'INSEP et il voulait s'entraîner. Donc il avait pris cette fonction, entraîneur du BJ. Ça lui permettait d'avoir des mecs, enfin d'une fonction au sein de la Fédé, et puis des missions intéressantes avec des gens qui lui apportaient aussi de la confrontation, et puis Il venait aux soirées aussi ou pas? non, À Paris. non. Il était sérieux, lui. On allait le voir chez lui de temps en temps. Et voilà. D'où ensuite la construction et puis la connaissance et le partage des infos, quoi. Tu vois, ce matin, par exemple, je suis allé faire 2 heures de vélo avec Teuf. Ça date du BJ. avant le BJ. Lui, c'était un copain d'équipe. Ouais. Mais ça date des années 79-80. Donc, comme t'as dit, j'arrive, les sélections de 79. On va y arriver aux sélections de 79. Et il y avait vous côtoyiez les autres sports au BJ ou c'était Ouais. Alors, on était dans la brigade avec le capitaine de la brigade, c'était un ancien kayakiste qui s'appelait Boucheret. Alors, je sais pas s'il est toujours en vie, d'ailleurs, j'ai pas de nouvelles, je sais pas. Et qui n'était pas toujours tendre avec nous parce que il considérait que les kayakistes devaient être des exemples. Et donc, quelle idée. Voilà. Et on était aussi, notre chef de brigade, c'était Akar, qui a fait du C2 avec César, qui a fait les Jeux de Mexico. En course en ligne. En course en ligne. Donc, tu vois, toute cette culture, tu échanges avec ces gens-là, tu discutes, donc forcément ça t'imprègne et puis ça construit les personnes, quoi. Voilà. Bernard Rigaud, Bernard, c'est celui qui était chez EDF sur les bassins. D'accord. Omniflow, c'est lui. Voilà, avec l'équipe d'Annecy. Voilà, tous les noms que tu cites, c'est toute une génération qu'on retrouve encore aujourd'hui au bord des bassins. Bien sûr. Et bien sûr. Et alors à l'issue du BJ, donc tu as fini la section sport. Là, je rentre à fin du BJ, je rentre au Krebs à Vichy. Nouveau déménagement. Pour 3 ans. 3 ans pour passer ensuite prof de PS. Et à l'issue de ces 3 ans, tu partais dans la vie professionnelle. Donc 3 ans d'études à Vichy, entraînement à Vichy, avec un autre groupe. Il y avait déjà le bassin? Il y avait déjà le bassin, puisque le bassin, ça a été le premier construit. Ouais, c'était quelle année 60, je ne veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est 72. D'accord. Autour des JO de Munich. Voilà. Et donc la rivière, on naviguait sur la rivière tous les jours, quasiment. Une salle de muscu au Krebs a mise à disposition, entraînement, mais sans entraîneur. Donc là, tu t'entraînes avec les gens qui sont autour de toi. Moi, j'étais étudiant avec les plus vieux, c'était Frossard, Bénézy. C'est des noms qui font écho. Ouais. Voilà, qui faisaient de la descente. Ensuite, François Durand-Ponchon. Après, des gens qui ont tourné, il y en a eu un qui a été CTR, c'était Bruno Chandavoine, qui était en course en ligne, qui a été étudiant avec nous. Voilà. Tout ça, c'est un autre groupe, une autre époque. Alors, l'entraînement était moins efficace à cette époque-là que à la section sport-études au BJ. Du fait de l'absence d'entraîneur? Ouais, on était plus dans une dynamique d'étudiants à apprendre plutôt qu'à s'entraîner. Donc, les résultats n'ont pas été à la hauteur forcément de ce qu'on pouvait espérer.
Donc là, t'étais en senior, tu visais les sélections équipe de France Voilà, chaque c'est année. ça. Donc ça montait, ça descendait entre 2, 1 et puis 5, 7. Tu vois, tu variais dans ces places-là. Donc Enfin, je variais dans ces tu as places-là. fait l'équipe de France à ce Oui. à ce moment-là déjà. À ce moment-là, au moment du BJ et puis dans ces années-là. Avec championnat du monde. Alors, j'ai jamais fait les championnats du monde. J'ai jamais pris le départ d'un championnat du monde. D'accord. Coupe d'Europe, oui. Parce qu'il y avait une double sélection ou Non, les sélections. Alors, les sélections étaient souvent multidates. C'est-à-dire, tu avais une sélection en février et puis tu avais une autre course en avril et une autre course en mai. Souvent, c'était comme ça. Et donc, tu variais ton classement en fonction de la réussite et tes résultats sur les courses directes. Donc, moi, j'étais, puisque tu as appelé Jean-Yves, on a eu, si tu veux, dans les sélections de l'année 79, moi, j'ai été au classement final 3e. Donc c'était des championnats du monde à Jonquière au Canada, et lui était 5e, et c'est lui qui est parti et pas nous. Ça, c'était le choix de l'entraîneur. Alors, il y avait donc un classement de sélection et derrière l'entraîneur décidait. Normalement non, c'était pas écrit comme ça. D'accord. C'était pas écrit comme ça, mais ça a toujours existé, ça. Alors après, il fait valoir ce droit-là ou pas en fonction des résultats et des personnes qu'il a en face. Mais moi, ça m'est arrivé. C'est pas pour ça que je parle pas avec Jean-Yves et qu'on n'a pas de bonne relation. Et avec l'entraîneur en question, il est décédé. Ah, donc, bon, mais j'ai toujours eu après des bonnes relations avec lui et j'ai même bossé avec lui pendant plusieurs années. Ouais, c'était un choix sportif que tu as accepté. Ben oui, alors je te dirais les quelques jours et les quelques mois qui suivent la décision ne sont pas agréables. Ça, je te le confirme. J'imagine. Mais mis à part ça, tu le conçois quand tu rentres après dans un système professionnel où tu te retrouves à cette place-là, tu le comprends. C'est à ce moment-là que tu le comprends. En concevant qu'est-ce que c'est que de préparer une équipe et quel choix tu dois faire. Voilà. Mais donc voilà. Sur cet épisode, c'était. Voilà. Tu imagines déjà la suite quand tu étais athlète, la reconversion. Alors, oui, mais de façon assez floue. Oui, c'est-à-dire que à l'issue des 3 ans à Vichy, j'ai fait le choix de rejoindre Jeunesse et Sport. À l'époque, on avait le choix d'aller à l'Éducation nationale et d'être prof de LPS dans un établissement, ou bien de rejoindre Jeunesse et Sport et puis faire le travail d'animation. À l'époque, c'était un travail d'animation sur le terrain et de formation de cadre. Donc j'avais fait le choix de faire ça. Donc je suis parti dans cette direction-là à la sortie du Creps. Je suis allé en Mayenne, à Laval, proche de la Bretagne. Quelle idée d'aller à Laval, vraiment. Voilà. Mais en fait, tu choisis sans choisir. C'est là qu'il Thierry maintenant, Thierry Saïdi, je crois. Ben, les dernières infos que j'avais eues, c'est qu'il était à la DR à Rennes. Bon, mais peut-être qu'il a bougé, je sais rien, je sais pas. Mais donc Laval alors. Laval. Je suis resté 2 ans à Laval. Donc là, j'ai continué à m'entraîner, mais tout seul, en essayant de se maintenir. Quelle année ça? Ça, c'était 84-85. Et donc là, tu vois que tout seul, t'y arrives pas, quoi. C'est clair. Donc là, les perfs descendent. Et puis après, tu te poses la question de ton avenir en professionnel. Tu dis, bon, je vais rester là. Je vais travailler pour la Fédé. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? D'entraîner? Oui, j'avais envie d'entraîner et de m'occuper de gamins. À l'époque, ces années-là, 84-85,
Jean-Michel Prono m'avait demandé de rejoindre l'équipe junior, de l'encadrement de l'équipe junior. Donc, j'avais rejoint avec Thierry Junquet, Jean-Michel Prono, et moi, qui c'est qu'il y avait encore à l'époque? Ça va revenir. Voilà. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on accueille Alison Forgue. En junior. En junior. À l'époque, il y avait Brugvin, Loubier, je te dis des noms qui vont te causer. Voilà, ces gens-là, on les trouve en junior à ce moment-là. On monte ensuite, pour l'année 86, une grosse tournée aux États-Unis. Toujours athlète. Toujours avec et toi, toujours athlète pendant ce temps. Oui, mais avec des perfs qui baissent. Ouais. Parce que Forcément. Tu peux pas être partout. Tu peux pas être partout et avoir la tête partout. Donc, t'as des missions qui t'intéressent et sur lesquelles tu t'investis. Et puis, de l'autre côté, il faut aussi s'entraîner. Donc, tu t'entraînes, mais c'est plus la même énergie, c'est plus la même rigueur à l'entraînement et puis pendant les courses. Donc, à un moment donné, tu dis bon, je vais passer à autre chose. Et donc, toute ta carrière, tu as travaillé à côté. Que ce soit en DR ou ensuite avec l'équipe junior. Tout le temps. Alors, je travaillais avec l'équipe junior, j'étais à Laval, mais j'étais mis à disposition de la Fédé pendant les vacances scolaires, parce qu'à l'époque, le programme junior, c'était les vacances scolaires, point. On s'arrêtait là, hein, c'était Pâques. Ensuite, on allait à ski démarrer les championnats du monde junior à Spital en 85. Spital en Autriche. En Autriche. Là où il y avait eu les championnats du monde de 77, où la patrouille K1 homme, avec Jean-Yves, a été médaillé. Il y avait Jean-Yves? De mémoire, c'est Jean-Yves, je pose des cols, je suis désolé. Et Renaud. D'accord. Et d'accord, donc c'est à ce moment-là que tu commences à vraiment passer sur un projet professionnel voilà. qui en fait est déjà engagé depuis plus de 10 ans, mais qui va devenir central. Ouais, 10 ans c'est peut-être beaucoup, mais qui est engagé depuis 3-4 ans. D'accord. Au moins. Tu vois, avec après être passé au Krebs, avec vraiment l'envie de faire ce métier. Voilà. Donc, par des possibilités de postes administratifs de l'époque au sein de Jeunesse et Sport, étant déjà dans le circuit, moi je suis à Laval sur un poste titulaire nommé, et à ce moment-là, fin 85, c'était Hervé qui était DEF pour les championnats du monde à Augsbourg. Et à la fin, il devait mettre fin à ses missions pour devenir DTN adjoint. Parce qu'à l'époque, il y avait le siège à Paris, le siège à Lyon et une direction technique à Paris. Ah, le siège de la fédération était à Lyon, allez. Oui, la 17 route de Vienne, à Lyon. Donc le siège est descendu à Lyon. Ça devait être en 82, quelque chose comme ça. 82, 83. Il est passé de Joinville à Lyon et il est revenu à Joinville plus tard. Il est revenu en 89 à Joinville. D'accord. Donc quelques années seulement. Voilà. Et donc, lui devait prendre la direction de la direction technique à Paris. Donc il m'a proposé, et à l'époque, il y avait déjà comme entraîneur Jean-Yves, qui avait arrêté sa carrière, il était passé entraîneur, Pierre Salamé, Éric Auclin, Robert Platt, Jean-Michel Prono. Donc ces gens-là, ceux avec qui déjà tu travaillais et avec qui, entre les mains de qui tu étais passé en tant qu'athlète,
connaissent les personnes et donc moi ils m'ont un peu coopté, accepté que je vienne travailler avec eux. Et tu étais plus jeune. Tu sortais de ta carrière d'athlète. Oui, j'avais 26 ans. Quand je suis arrivé à Paris, j'avais 26 ans. D'accord. Donc ces gens-là qui sont des noms qui résonnent maintenant, Jean-Michel Prono, Jean-Yves Prigent, Pierre Salamé, tout ça, c'est des Roby, c'est des noms qu'on connaît et qui ont en fait entraîné toute la génération qui a suivi. Voilà. Donc moi j'ai complété. Ils sont venus te chercher pour ils m'ont coopté. Ils ont accepté que je vienne travailler avec eux. D'accord. Je préfère le dire comme ça plutôt que donc et parce que c'est la réalité. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Donc 26 ans, très jeune, tu te retrouves à diriger une équipe d'entraîneurs. Voilà. Sans expérience, donc ni d'entraînement ni de direction. Qui avait 3 fois plus d'expérience que moi. Donc sans avoir couru de championnat du monde. Voilà. Donc ton premier championnat du monde, c'est en tant que directeur de l'équipe de France. Voilà. Et il a fallu s'y coller. Et les premiers championnats du monde, c'était en France. 87. 86, à l'époque, c'était tous les 2 ans. Oui. Et 86, c'était une année de Coupe du Monde, de Championnat d'Europe. Coupe d'Europe, à l'époque, ça s'appelait. Et l'année suivante, Championnat du Monde. 85, Augsbourg. 87, Bourg-Saint-Maurice. 89, Savage River, aux États-Unis. C'est l'époque de la grande génération des C1 américains. Tout à fait. Rugby, Hearn, voilà. oui, c'est tout à fait ça. Bill Endicott comme entraîneur. Oui, Bill Endicott qui bossait à la Maison Blanche le matin et qui voilà la journée et qui entraînait le matin. Avec il y a ces bouquins qui peuvent encore faire référence. Ouais, je connais. Voilà. Moi, à cette époque, c'est la génération donc Jean Sennelier dont tu parlais tout à l'heure qui est en équipe, Jackie Avril, Thierry Humeau. Voilà. Ça c'est la génération C1. Alors oui, il y en avait d'autres. Il y en a eu d'autres en C1. La catégorie, tu connais bien. Catégorie reine. Voilà. En 81, c'était Sennelier. Alors là, il faut que je fouille dans ma mémoire. Sennelier. En 86 au mondiaux, 87 au mondiaux en France. 87 au mondiaux en France, c'était Sennelier, Lepelletier, et Thierry Humeau. D'accord. Je crois. Ouais. 89, c'était Sennelier, Thierry Humeau et peut-être Jackie Avril. Qui était un peu plus jeune? Oui. Ensuite, 92, les Jeux Brugvin, Avril, c'est tout. 2 places. 2 places. En kayak, Sylvain Curinier et Brissot. Oui. D'accord. Ces deux. Addison Forgue. Et puis, je suis sûr. C'était pas Saïdi Delray? Saïdi Delray. Ouais. Et chez les filles, Anne et Marianne? Non, il y avait Myriam. Anne et Myriam? Non, Myriam. Myriam, en 92. D'accord. 92. Donc toi, tu étais le def de toute cette génération-là. Oui, avec avec des organisations d'équipes qui ont évolué dans le temps. Moi, quand je suis arrivé, et ce que j'avais connu en tant qu'athlète, c'était une organisation pyramidale, c'est-à-dire un entraîneur par catégorie d'embarcation. Un entraîneur kayak homme, un entraîneur C1, un entraîneur kayak dame, un entraîneur C2. Et en dessous, à l'époque ça s'appelait les espoirs internationaux, et encore en dessous les juniors, avec des entraîneurs que l'on recrutait que sur les actions, qui n'étaient pas en permanence dans l'équipe.
mais qui étaient proches de l'équipe. Des entraîneurs de club. Voilà. Ou... Oui, ouais. tout à fait. On puisait là-dedans. Et on faisait des formations d'entraîneurs de club au cours de l'hiver, ça nous servait aussi de repérage, et pour connaître les individus et savoir comment ils travaillaient et ce qu'ils faisaient. Donc ça, système pyramidal. Ça a duré jusqu'en 92. Après 92, un peu de crise en interne, savoir comment on allait faire pour continuer à rester en haut de l'affiche. Alors comment elle se matérialise cette crise? Parce que les résultats en 92 sont bons, mais c'est pas parce qu'ils sont pas bons qu'il faut pas réfléchir à comment faire pour rester en haut. Mais ça a quand même créé une crise de ce besoin de renouvellement. Tout à fait. Au sein de l'équipe, il y avait des critiques de la part des athlètes sur les entraîneurs, le contenu de l'entraînement, l'organisation des stages, l'organisation des centres d'entraînement, parce que 86 c'est le début des centres d'entraînement. Rennes a ouvert en 84, Toulouse en 86, Besançon en 85, quelque chose comme ça. Donc c'est le début de cette vie et de cette animation au cours de l'année, avec d'un côté les pôles, ce qu'on appelle les pôles maintenant, qui deviennent des centres de vie et d'entraînement. À côté de ça, l'équipe, comment on fait pour que on passe de l'un à l'autre, sachant que les personnes qui animent sont les mêmes. Des entraîneurs, des athlètes que tu peux entraîner au quotidien tout l'hiver, tu ne les as plus après au moment des perfs, des championnats du monde et des échéances. Tu veux dire en tant qu'entraîneur? Comment tu positionnes les entraîneurs au moment des sélections? Est-ce qu'ils interviennent ou pas? Est-ce que toutes ces questions-là et toutes les réponses qu'on a apportées, étaient forcément questionnées, analysées, ce qui est sain, ce que je le considère comme sain. Et donc à partir de là, fallait évoluer dans l'organisation de l'équipe. On est passé après 92 on est passé pour 89, de 88 à 89, après les championnats du monde de Bourg-Saint-Maurice, pour 89 à des choix d'entraîneurs. C'est-à-dire que les athlètes choisissaient les entraîneurs avec lesquels ils voulaient travailler. Plus un fonctionnement catégoriel. Non. Pas un fonctionnement par affinité. On avait cassé les catégories, mais on avait quand même un référent par catégorie, mais on a cassé la dynamique catégorie pour rentrer dans une dynamique de groupe d'entraînement. Et donc là, ça a fonctionné. 89, on a eu des super résultats. Des meilleures nations à Savage. Et puis ensuite 92, tu connais les résultats, donc ça a continué à fonctionner, mais ça devenait de plus en plus difficile à tenir. 92, je veux pas dire de bêtises, c'est le bronze de Jackie Avril et l'argent de Sylvain Turinet. C'est ça. Et le bronze d'Addison Ford. Et le bronze d'Addison Ford, voilà. Je me disais bien, 3 médailles. Il nous manquait qu'une médaille, c'était un kayak d'âne. Voilà. Donc des super jeux. Et donc derrière, 92, moi je me suis arrêté, puisque je suis passé après à la course en ligne. Mais la réflexion d'après 92, c'était, bon, on a des médailles, c'est bien, mais on n'a pas d'or. Donc 96, c'est l'or. Et il faut qu'on ramène l'or. Comment on fait? Donc toi, c'est à ce moment-là que tu vas passer sur la course en ligne, mais tu participes à cette réflexion vers 96? Alors, je participe pas complètement je participe un peu à la réflexion, mais pas complètement, sur la stratégie et la préparation de l'équipe pour 96. Mais principalement, c'est un autre def
ancien athlète aussi, qui est Jérôme Daval, qui prend la suite derrière moi. C2, c'est ça? Oui, c'était un équipier arrière de C2 de Saïdi Daval. Michel Saïdi. Voilà, ouais. Michel Saïdi qui est à La Réunion. Donc qui a été à Nancy, sur le pôle de Nancy, et qui a été entraîneur des moins de 23. Oui, qui a été récemment, quoi, 23, dans l'histoire récente. Quand j'y étais. Voilà. Et donc Jérôme qui prend la suite, et moi je passe à la course en ligne. Et donc c'est lui qui a mené avec l'équipe d'entraîneurs qui n'avait pas changé. Par contre, Christophe était rentré dans l'équipe d'entraîneurs à ce moment-là, et donc stratégie de préparation pour 96 avec la dynamique qu'on connaît. Et moi je passe à la course en ligne. Et alors, comment ça se fait que la course en ligne vient te chercher, toi qui est spécialiste slalom, toujours jeune? Oui. Ben oui, puisque j'avais une trentaine d'années, quoi, début de 30 ans, 32, 33. Et donc, si tu veux, 92, il y a eu des résultats, puisqu'il y a quand même eu une médaille aux Jeux à Barcelone, en C2. Et donc place de 4e en K2 dames, je crois, de mémoire, K2 dames, région Clanins, et puis des finales, pas mal de finales. Et donc des conflits assez importants sur les sélections, sur les modes de sélection, sur la gestion, et tout ça c'est je dirais des queues de comète de 88, du départ raté de Bocar-à-Boucherie. Ah oui, ça a laissé des traces. Oui. Importante. Moi, je considère importante, mais oui, ça a laissé des traces. Parce que l'histoire de ce départ raté, c'est une info qui avait mal circulé au sein de l'équipe, c'est ça? Tout à fait, c'est exactement ça. Mais pour arriver à une info qui circule mal, faut qu'il y ait des conditions. Ça se passe pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas le matin de la course que l'info elle va mal circuler, c'est qu'il y avait des choses qui se passaient dans les relations individuelles entre les personnes qui fonctionnaient pas. Donc voilà. Et un contexte qui faisait que ça ne pouvait pas fonctionner. Donc c'est que l'aboutissement à chaque fois, entre guillemets, des catastrophes comme ça, c'est que l'aboutissement d'une chaîne et d'une succession d'événements. C'est pas un événement isolé. Voilà. Voilà. Pas en dire plus. Et donc, quand tu arrives en 92-93 à la tête de la course en ligne, ouais, il faut gérer pas forcément encore, accepté, hein. Pas forcément accepté par le milieu course en ligne. Moi, j'ai pris ça parce que ça m'intéressait de connaître un autre système, et puis je pense que j'ai pu apporter quelques éléments nouveaux utilisés dans le slalom pour générer de la perf en course en ligne, et j'ai pu quels éléments nouveaux et faire évoluer les relations entre les individus au sein de la course en ligne, dans les entraîneurs de club, dans les dirigeants de club, et apaiser un peu des conflits qui étaient assez importants. Voilà. Moi, la première chose que j'ai voulu faire, c'est d'abord maîtriser le mode de sélection, le faire évoluer et le baser sur de la perf. Et pas sur c'est directement en lien avec ce que je t'ai dit tout à l'heure et ce que j'avais vécu, sur des décisions d'entraîneur.
Donc, pour moi, les sélections, elles doivent être objectivées. Et l'objectivation d'une sélection, c'est forcément un niveau de course, un niveau de perf que tu es capable de reproduire sur les championnats du monde que tu vas courir ou les Jeux Olympiques que tu courras le mois suivant ou dans 3 mois ou dans 6 mois. Mais faut être capable de reproduire ce niveau de perf. C'est ma conception. Voilà. Critiquer, discuter. En tout cas, c'est celle qui, jusqu'à maintenant, donne les meilleurs résultats. Et sur la longévité, peu d'athlètes passent au travers de perfs quand ils en ont déjà réalisé et qui auparavant, et généralement pas très longtemps auparavant. Voilà. Donc j'ai essayé d'apporter ça en course en ligne. Je pense que j'ai démarré une évolution qui ensuite s'est prolongée avec Kerstein Neumann, c'est un Allemand, ex-allemand de l'Est, qui a été recruté par la Fédé pour être dev course en ligne, qui lui a vraiment insisté pendant qu'il était là sur la quantité et la quantité d'entraînement. Donc il a fait évoluer ça. Et puis ensuite, c'est l'histoire actuelle que tu connais avec des gens qui ne sont plus là, mais avec des Christophe Rouffet, tu vois, que moi j'ai eu comme athlète, et ensuite qui est devenu cadre course en ligne, et puis des Turing aussi. Voilà, ces noms-là, je les ai vus en moins de 23. Christophe Rouffet qui a été def dans les années 2000, c'est ça? Voilà. Et François Durin qui est encore entraîneur aujourd'hui. Voilà, et puis qui vient de prendre l'adjoint de la haute performance, je crois. Ouais, je connais pas le terme exact. Mais j'ai lu l'équipe. Hein. Qui est toujours là, ouais. Mes sources, c'est l'équipe. D'accord, donc voilà, tu as cherché à amener déjà au slalom et aussi à la course en ligne un mode de sélection mathématique, voilà, qui soit carré, le meilleur sur les sélections va en équipe de France. Voilà, sauf pour les bateaux, pour le K4, sur le bateau long, où c'est les entraîneurs qui composaient les bateaux longs, mais à partir des perfs réalisés sur des courses de sélection. Ouais, parce que le K4 c'est une embarcation très spécifique où on ne travaille pas comme un C2 slalom où c'est deux équipiers qui sont tout le temps ensemble toute l'année. C'est pas l'addition des 4 premiers qui fait un bateau champion du monde. Ça va être peut-être les 3 premiers et puis le 6e, ou les 2 premiers et puis le 5-6, en fonction à la fois des complémentarités techniques. Ça, c'est indéniable. Première chose, c'est ça. Et puis, deuxième chose, des affinités à l'intérieur du bateau. Parce que si t'as pas ça au moment de la course, forcément, tu perds forcément un pourcentage de réussite. Tu as cherché à amener quoi d'autre, alors, pour que tu sois tiré du slalom, ou que tu as déjà cherché d'abord, toi, à amener au slalom? Alors, ça, c'est des choses que j'avais appris, de l'équipe quand je suis arrivé tout minot entre guillemets et toute cette culture qui m'ont fait passer. Donc ça c'est première chose. Et deuxième chose, c'était aussi travailler avec les clubs dont sont issus les athlètes. À l'époque, il y avait assez peu de relations entre les clubs, la direction technique, peu d'échanges, et donc j'ai essayé de démarrer ça. J'en ai un peu chié sur ce sujet-là, parce que beaucoup de freins, beaucoup de réticences, pas de confiance, donc tu rames, et puis faut faire ses preuves, quoi. Ça représentait quoi concrètement, comme c'était des actions, Oui, c'était des actions sur des formations d'entraîneurs de clubs,
sur l'invitation des entraîneurs de clubs sur des compétitions internationales pour venir encadrer, des choses comme ça. Concrètement, c'était ça. Alors, c'était aussi structuré à partir des centres d'entraînement. En course en ligne, tu avais un centre d'entraînement à Dijon, tu avais un centre d'entraînement à Lille, tu en avais un à Paris. Et donc là, sur ces centres d'entraînement, tu avais aussi des entraîneurs qui travaillaient. Donc c'était avec toute cette équipe-là formée une équipe qui va être au final au service des clubs pour former des individus et des gamins pour venir alimenter cette dynamique course en ligne. Ouais, donc c'était vraiment important pour toi ce lien club, structure d'entraînement, équipe de France. Moi, je crois que sans ça, tu n'avances pas. Un athlète, forcément, il est licencié dans un club. C'est là où il a appris à faire du bateau, que ce soit du freestyle, du kayak polo. Tu ne l'enlèveras pas de ses racines. T'enlèves pas un arbre, tu lui coupes pas les racines, sinon il meurt. Ben là c'est pareil. Donc tu ne le coupes pas de son club, tu ne le coupes pas de la dynamique de sa région s'il a vécu avec sa région. Il y en a qui ne vivent pas dans leur région, hein, en fonction des dynamiques régionales ou non. Ils peuvent directement arriver sur des centres d'entraînement. Mais cette dynamique centre d'entraînement, cette dynamique équipe de France, s'il n'y a pas une envie collective de réussite, de partage, d'encouragement, tu perds de l'énergie. Autour de la tribu aussi, peut-être ? Alors, la tribu, je fais un petit retour en arrière, si tu me le permets. 87, d'abord 87. Ça, c'est à Bourg-Saint-Maurice. On monte une équipe de soutien. Soutien pour faire les chronos et les vidéos. À l'époque, on n'avait pas de système de vidéo, ça arrivait pas dans la tente où tu es confortablement assis avec la clim et les oranges. Le système vidéo qu'on a sur les courses internationales. Ça n'existait pas. Hein. Donc, fallait se récupérer les vidéos, se récupérer les chronos et refiler les infos de l'analyse de course entre les deux manches. Parce qu'à l'époque, on avait deux manches. Mais comme maintenant sur demi-finale, finale. Ouais, c'est un temps très réduit. Des fois, moins d'1 heure et demie, il faut avoir récupéré les vidéos, les chronos, fait l'analyse. Exactement. Vidéo, donc, si t'as pas des gens au bord pour te faire ça, et qui sont à ta disposition, mais qui participent à un événement et à une dynamique, eh ben, t'es mort. Et là, on a eu c'est clair que sur ce point-là, c'était un de nos gros avantages sur l'équipe de France. Quand on se déplaçait sur un championnat du monde, on avait toute cette équipe qui venait. Au jeu à 92, on avait toute l'équipe qui venait. Ça représentait combien de personnes ? Ça représentait, en général, on coupait le bassin en 4 chronos, 4 vidéos. T'avais 8 personnes, plus un qui faisait le ramassage, 9 personnes, le rapporter à la tente pour avoir les analyses directes. Ah, ça fait une équipe conséquente ça faisait 10 personnes en plus. Donc 10 personnes que tu trimballais, parce qu'il fallait prévoir leur hébergement, où ils bouffaient, mais qui faisaient partie de l'équipe, et c'était tous des entraîneurs de club. Les athlètes qu'ils avaient formés, ils couraient devant eux. Donc, si tu veux, c'était une énergie et un supplément de dynamique qui était super efficace. Et est-ce que c'était cloisonné, c'est-à-dire que un athlète qui fonctionnait avec un entraîneur national avait droit d'avoir de l'échange libre avec son entraîneur de club qui était dans l'équipe de soutien? Mais l'entraîneur national échangeait avec l'entraîneur de club sur comment faire. Ah, ça devait être d'une richesse. Aujourd'hui, tu as des années-lumière de ça. J'imagine aussi que ça devait entretenir à la fois la motivation des entraîneurs de club et puis, bien sûr. Et puis leur compétence aussi d'être au bord mais bien sûr. Bien sûr. Évidemment.
C'est toute cette dynamique-là. Si tu l'impulses pas depuis en haut, eh ben, elle va pas se créer. Mais, faut la concevoir, l'impulser, la mettre en œuvre. Et après, effectivement, t'as un effectif super important, une diversité de personnes qui peuvent intervenir, et une envie d'y participer finalement à tous ces événements. Voilà. J'essaie d'imaginer, mais ça. C'était incroyable. C'était incroyable. Regarde, tu peux reprendre regarde des images de Bourg-Saint-Maurice, tu vois. Si tu tapes sur Google Bourg-Saint-Maurice canoë championnat du monde, tu vas trouver des choses. Hein. De 87, et ça a duré jusqu'en Teuf l'a mis en place après Jérôme a continué, Teuf l'a remis en place, et puis après ça s'est dilué parce que il y a eu l'arrivée des vidéos, des systèmes vidéo sur les compétitions, mais il n'y a pas de chrono. Ouais. Tu fais les chronos à partir des vidéos. Il y avait plus ce besoin matériel d'avoir ces 10 personnes qui étaient là. Moins. Et donc on a supprimé aussi tout ce que ça apportait avec. Voilà, moins. Donc voilà. Ça, moi, je l'ai remis en place avec la course en ligne. D'accord. Sur les championnats du monde, j'amenais une équipe de soutien qui faisait les chronos et on avait l'analyse de la course par 250 et puis les cadences et les vitesses sur toutes les courses. Et à partir de là, tu es capable de donner des consignes ou des infos aux athlètes pour qu'ils puissent gérer leurs courses. Donc ça, c'est des choses qu'aujourd'hui on peut avoir avec la technologie très facilement, mais on n'a pas tout ce qu'apporte la présence de l'équipe de soutien. T'as pas les relations humaines. Sportivement, les relations humaines, et puis le matériel, en termes d'expérience pour eux aussi. Enfin. Le matériel et la technologie ont tué les relations humaines. Voilà. J'ai eu un échange il y a pas longtemps là-dessus sur des étudiants en sociaux qui veulent faire un podcast sur en philosophie sur le rôle du numérique dans le sport de haut niveau. C'est marrant, j'ai dit à peu près la même chose que toi. Que ça, en fait, nous on a un fonctionnement en équipe de France où on a un groupe WhatsApp sur lequel sont remis toutes les infos, etc. Et avec un Google Agenda où sont les horaires de kiné, les horaires d'entraînement, etc. qui apporte de la lisibilité, mais qui est à la place d'un moment d'échange avec le groupe, quoi. D'accord. C'est ça. Alors, qu'on s'entende bien, moi je dis pas que faut pas revenir à ce qu'on faisait il y a 20 ans. Mais cette dynamique-là, c'est concevoir des choses actuelles à partir des éléments qui étaient le plus positif et le plus rentable pour la perf de l'époque, les transférer avec la technologie d'aujourd'hui. Comment on fait? Je sais même pas s'il y a cette réflexion-là autour de l'équipe de France actuellement. Mais c'est ça. Alors, moi j'ai connu maintenant depuis de l'extérieur des championnats du monde moins de 23, des championnats du monde senior, j'en ai vu, j'étais assez haut. J'ai pas l'impression qu'il y ait cette dynamique. Il y a la tribu, ouais. Alors on va te vendre un sac, un t-shirt, une casquette. Bon, t'as une identité visuelle, mais s'il n'y a pas une âme dans le sac, ça fait pas le tout, hein. Si on a une âme, c'est Michou en cuisine. Michou et Fanny en cuisine. Ben voilà. C'est ça. Ça, c'est l'équipe de soutien. Exactement. Qui vaut bien 10 personnes. Mais exactement. D'accord. Exactement. Et donc, à partir de là, comment tu fais pour garder cette dynamique et cette qualité d'échange et cette, en fait, énergie que tu as envie de mettre en œuvre quand tu es dans le start avec les technologies actuelles?
Parce que au final, c'est ça. Au final, faut pas oublier que ce qui est important, que la seule chose importante, c'est le départ du mec au start, ou de la fille. C'est ça l'important. Tout le reste, c'est du blabla. C'était ça qui te... D'ailleurs, Jean-Yves dit toujours, pas de blabla, des résultats. C'était ça qui te guidait quand tu étais, sûr, tu étais dev. Tout le temps. Tout le temps. Et alors, je reviens sur le moment où tu arrives def à 26 ans, parce que ça me marque, parce que j'ai 26 ans aujourd'hui, ouais. Je m'imagine pas prendre la direction d'une équipe, surtout avec des entraîneurs du calibre de Robert Platt, Jean-Yves Prigent, etc. Alors, on se connaissait, hein. On se côtoyait sur les stages. Donc, on n'était pas des inconnus. Voilà. Mais tu as dû du coup manager cette équipe, donc quand même dans une position... Est-ce que tu étais un peu dans une position de donneur d'ordre, entre guillemets, comme ça peut être parfois de manager, ou que c'était une construction, les entraîneurs qui délibéraient avec toi et qui construisaient ensemble les modes de sélection, les calendriers, etc. Moi, je me suis jamais placé en donneur d'ordre. Je me suis placé en animateur pour toujours essayer de retirer au maximum tout ce qu'il y a de positif chez l'individu et chez chacun des individus pour que au final on ait la somme de tout ce qui est le plus rentable pour la perf. Et donc il y a des moments où tu as des conflits, puis il y a des moments où ça roule comme sur du papier à musique. Hein. Ou en fait presque un bon manager, c'est un manager qui a plus de travail parce que ça roule. Exactement. Moi, au championnat du monde, au moment des courses, j'avais plus rien à foutre. Je regardais les courses. Mais c'est à ce moment-là que tu te dis, c'est bon, ça roule, on n'a plus besoin de moi. Le travail est bien fait en amont, les relations sont bonnes. La conception est bonne. La stratégie, on le connaît à la fin de la course avec les résultats, mais c'est l'évaluation. Mais alors dans la dynamique et dans l'animation de l'équipe, à l'époque, ça se passait en accompagnement et en tuilage. Le tuilage est un mot moderne. C'est-à-dire que concrètement, quelqu'un comme Jean-Yves, comme Hervé, qui était avant moi, m'a accompagné dans l'acquisition d'expérience. Il y a eu une phase de transition ensemble. Et les entraîneurs qui étaient là, qui sont là, pour la réussite de l'équipe, accompagnent celui qui arrive, le dernier arrivé, pour le former pendant 6 mois, 1 an, et puis après, il le lâche, et puis il faut qu'il se débrouille un peu tout seul, quoi. Ce que je n'ai pas eu quand je suis arrivé en course en ligne. Là, j'étais tout seul, accompagné par une direction technique, oui, mais face à des entraîneurs, j'étais seul. Oui, parce que j'imagine qu'en venant de l'extérieur du slalom, c'est toujours une position difficile. Évidemment. Imagine qu'on te dise, je sais pas qui te dit en course en ligne. François During va t'entraîner en slalom. Mais je suis sûr qu'il a des choses intéressantes à dire. Ouais, sans aucun doute. Ouais. Je suis sûr de ça. Il y avait plus de collaboration, enfin plus, je sais pas. Il y avait beaucoup de collaboration entre... Beaucoup plus. J'allais dire entre les deux disciplines. Ah, entre les deux disciplines, non. Toi, tu allais parler de... Non, entre les deux disciplines, c'était très cloisonné. Il y avait plus de collaboration du fait de l'histoire qu'on a rappelé tout à l'heure sur descente slalom et sur l'eau vive. Là, il y avait plus d'échanges, mais avec la course en ligne, combien de fois j'ai entendu la direction technique, ouais, mais nous, c'est pas la même chose. Ouais, mais nous, c'est pas la même chose. Donc, voilà.
Alors à l'issue de donc tu es dev course en ligne 92-96, c'est ça. Ouais. Ça se passe comment les jeux 96 en course en ligne? 96, on n'a pas de médaille. On a des places de 4. K2 dames, C1 homme, K2 homme, K2000. Donc il y a du bon niveau, proche, mais ça matche pas, il a manqué quoi, tu penses? Non. Si j'avais à le refaire, si je referais la même chose, c'est ça la question. Non, pas forcément toi, mais aussi globalement de l'équipe, les athlètes, qu'est-ce qui manquait pour être sur les podiums? Alors, ce qui nous manquait, c'était, je pense, je vais être très très cru, quelques produits dopants. Ah oui, je m'attendais à cru, mais pas autant. Ah mais je te raconterai une histoire après. Ouais. Vrai. Parce que il y en a en course en ligne. Et ensuite, en fait, ce qui nous manquait, c'était plus de la quantité d'entraînement, je pense. Qui a été apporté et de cette après, culture de quantité liée, parce je pense qu'on était pas mal sur l'analyse de la perf et l'analyse de la problématique technique de l'activité, c'était le rapport cadence-vitesse par rapport à la capacité physique de l'individu. Quand est-ce qu'un individu va à la meilleure vitesse? Si tu as regardé les Jeux de Tokyo, c'était flagrant. Les bateaux qui se déplacent à des cadences inférieures, mais à des vitesses supérieures aux autres. Donc avec plus de puissance dans chaque appui, plus de transmission. Soit des puissances. Alors, tu vas jouer sur la longueur de pale, tu vas jouer sur la longueur du manche, tu as surface de pale, longueur du manche, tu vas jouer... Aujourd'hui, il y a plus beaucoup d'évolution sur les formes. Il y en a eu il y a une petite dizaine d'années, là, avec les nouveaux Nelo, tous les bateaux qui sont arrivés, mais il y a plus d'évolution là-dessus. Plus beaucoup, en tout cas. Enfin, moi, j'en vois pas sur les vidéos. Mais là-dessus, sur cette problématique, je pense qu'on était pas mal sur l'analyse. Et après, c'était une dynamique de confiance et d'envie de réussir. Parce que quand tu finis 4e au jeu, je suis sûr que la 3e, elle est pas très loin. Pas très loin. Et qu'elle est possible. La première, elle est pas possible. Mais la 3e est possible. Donc voilà. Alors, t'avais une histoire à raconter sur Ouais, je vais t'en raconter 2 vraies. On faisait des stages à Temple-sur-Lot, hivernaux. Toujours maintenant. C'est le haut lieu de la course en ligne. Mais c'est un site remarquable. Il y avait les Hongrois qui venaient. Les Hongrois, à tous les petits déjeuners, ils avaient 5-6 pilules à côté de leur bol, et tous. Ah, ils se cachaient même pas. Je ne sais pas ce que c'était. En tout cas, ça se répétait tout le temps. Moi, je peux faire cogiter quand on est à côté. Voilà. Et ensuite, tu regardes les résultats, ils sont toujours devant. Ton esprit tente à penser que il y a des liens. Voilà. Maintenant, rien n'est prouvé. Je ne peux pas dire que c'est ça. En tout cas, je pense que voilà. Ensuite, deuxième chose. Un jour, on était accoudés à la balustrade à Duisbourg, sur le bassin de course en ligne. En Allemagne. En Allemagne, avec Boivin. Olivier Boivin. Que tu connais, breton. C'était RP de Loire pendant très longtemps. Oui, tout à fait. Après sa carrière. Et qui entraîne maintenant sur du paracanoë, si je ne me trompe pas.
Possible. Quel entraîneur dit pas de... On était accoudés, et puis on regardait passer des bateaux, et puis il me dit, tiens, t'as vu, là, ces deux? Oh putain, regarde-les, ils pagayent comme des sacs. Ah, je dis, bah ouais, effectivement, ils pagayent comme des sacs. Il dit, mais tu vas voir, hein, tout à l'heure, ils seront devant nous. Tu peux m'expliquer pourquoi? J'avais pas de réponse. Et il avait raison. Ils pagaient comme des sacs dans le sens où techniquement, etc. Techniquement, le rendement était nul. Ouais. Nul. Entre les deux équipiers et le bateau, ça n'avançait pas. Et pourtant, ils étaient devant eux. Ouais. Ouais, ça fait réfléchir. Donc, voilà, après, c'était sur la fin de sa carrière, ça, Olivier, et je pense qu'il réfléchissait. C'est forcément des moments où tu fais un peu le bilan, et puis tu te dis, ben, est-ce qu'il y a une justice? Est-ce que qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que j'ai pas passé du temps là pour rien? Forcément, c'est humain. Et donc ces choses-là te reviennent forcément à l'esprit. Ouais, ça doit être dur d'être dans une discipline où on sait qu'il y a ce fort risque de courir comme des athlètes de blé. Je sais pas, est-ce que tu penses qu'en slalom on est un peu préservé de ça, du fait de la technicité de l'activité? Je pense qu'on est de la complexité de l'activité, ouais. La complexité fait que les multiples facteurs qui peuvent jouer sur la performance sont difficiles à maîtriser avec des phénomènes de dopage. Ouais, c'est-à-dire que le dopage d'amélioration artificielle. Que quelques facteurs de performance, mais ça suffira pas sur l'ensemble des facteurs. Vu l'évolution de l'activité, je pense qu'il y en a eu dans les années 90, 2000. Où on a vu vraiment des masses. Ouais. Ben oui, il y a quand même eu des athlètes vraiment musculeux. Mais ça s'est arrêté parce que, comme tu dis, la multiplicité des facteurs fait que, entre guillemets, ça sert à rien. C'est vrai que c'est impressionnant maintenant la variété des profils physiques qu'on peut avoir à gagner une course de slalom international. Tout à fait. Mais je pense que les profils aussi correspondent à certains bassins. Oui, c'est possible, ouais. Je faisais le podcast hier avec Sébastien Combeau qui disait que le bassin d'Iguassou correspondait super bien à ses qualités. C'est vrai que mais c'est une réflexion qui n'est pas forcément menée en amont, par exemple sur la sélection. Ça pourrait être au moment de faire la sélection de France, de se poser la question, est-ce que tel athlète est pas particulièrement performant sur tel type de bassin? Tout à fait. Ça peut être un facteur supplémentaire que tu intègres dans un mode de sélection. Après, tu peux te poser la question, est-ce que c'est juste? Est-ce que tu fais pas de la discrimination, tu vois, par rapport à ça? Ouais, mais t'as raison. Je le demande pas, attention. Non, mais pour aller au bout de la réflexion, ça serait légitime pour un manager d'équipe de France de se dire, quel est le meilleur profil pour gagner? Et, cette année sur tel bassin. Voilà. Et d'orienter la préparation, stratégie de préparation pour tel ou tel bassin. Parce que c'est vrai que maintenant, entre les bassins artificiels avec plot, comme on peut avoir à Londres, à Vers, maintenant à Bratislava, les bassins un peu de la génération Mikulas, CO, avec des galets, qui sont des bassins souvent assez étroits, avec des zones de plat, mais beaucoup de mouvements d'eau assez originaux. Les bassins avec beaucoup de vitesse de courant, comme on peut avoir à Tassen ou à Pau. On retrouve souvent des profils très différents en fait sur ces bassins. Il y a très peu d'athlètes qui gagnent sur tous les bassins toute la saison. Tout à fait. Mais il y a des constantes. Ils vont toujours être en finale. Ils seront toujours bien placés, ouais. Ça c'est vrai. Ouais. Intéressant. À la fin de ton parcours à la direction des équipes de France course en ligne, il se passe quoi? Là, je suis un peu sec.
fatigué, en tout cas intellectuellement et physiquement, avec des gros enjeux dans les 4 ans, notamment un gros déplacement sur les chemins du monde à Mexico. Quelle année ça c'était 84. Après il y avait les quotas de sélection à Duisbourg, 94, pardon. 95 ensuite Duisbourg, 96 les Jeux, et j'arrive un peu cuit, plus d'énergie, et là c'est un choix personnel de dire stop, je m'arrête un peu, parce que je peux plus donner ce qu'on attend de moi. Légitimement, ce que les personnes peuvent attendre de moi, je peux plus. Faut que je m'arrête. Et donc, avec le DTN de l'époque qui était Hervé, je lui dis, moi je partirais un an avant, je lui dis je partirais bien CTR. Et puis là il me propose deux postes, Bordeaux, Toulouse. Bordeaux, il y avait Marianne qui était là, et puis Christophe ici sur le pôle. Donc là, je suis à Toulouse, CTR, et puis donc je fais 10 ans de CTR à Toulouse. 96, 2006 à peu près. Voilà, 2008 même. 2008. Et puis donc boulot de CTR classique. Ouais, j'ai l'impression dans ce que tu racontais des formations de gamins. Voilà. Dans ton début de parcours, j'ai l'impression que le CTR c'est un rôle fondamental dans l'animation d'une région et de l'activité, quoi. C'était une évidence. Entre le CTR, les entraîneurs de club et l'équipe de direction du comité régional, c'est-à-dire le bureau, président, secrétaire, trésorier et comité directeur, tout ça c'est un ensemble. Ça peut pas fonctionner chacun dans son coin, à vouloir chacun le beurre, l'argent du beurre et la fille de la crémière. Ça n'existe pas, ça. C'est sur un même projet, au service des personnes qui font du bateau, ou qui jouent au foot, ou qui font du volley, parce que ça, maintenant, là où je suis, je le vois dans les autres activités. Et donc, ces valeurs-là, tu les retrouves dans toutes les réussites. Dans toutes les réussites. Et c'est le rôle du CTR de faire le lien entre toutes ces différentes personnes, différentes bien sûr, centres. Bien sûr. C'est son rôle, en lien avec le président du comité régional. C'est l'équipe, comme l'équipe d'entraîneurs, qui va s'associer à une équipe de soutien avec d'autres personnes, aux cuisiniers. Voilà, c'est une équipe qui est sur une même conception, qui partage les mêmes valeurs, une même idée, une même envie de réussir. Donc si t'as pas ça, tu vas à l'échec. Et je crois que ça va être le mot de la fin, sauf si t'as des choses à rajouter, quelque chose dont on n'a pas parlé, ou une envie. Non, après on peut broder longtemps. On peut broder sur la conception de la perf, ce qu'il faut pour y arriver. Ainsi vas-y, je t'écoute alors. Ça m'intéresse. Si tu veux, quelle que soit l'activité, donc là on a brossé l'aspect dynamique de la structure dynamisante avec les personnes, les individus qui composent cette structure, qui font partie du projet et qui veulent y arriver. Ensuite, ce que je pense, c'est que dans le détail de chaque individu, les principaux facteurs, c'est le bagage technique. C'est être capable de savoir tout faire. Et quand je dis tout faire, c'est au moment où on va courir. C'est-à-dire que
des capacités sont développées par des concurrents qu'il va falloir repérer d'une part et ensuite acquérir, puisque par définition le championnat du monde ou les Jeux olympiques c'est le meilleur qui gagne et c'est la concurrence qui définit le niveau d'investissement et de technicité qu'il faut avoir. Donc ça, première chose, c'est l'aspect technique, physique, l'aspect matériel. Nous, on est une activité immatérielle. Bateau, pagaie, gilet, bon, tout ça, c'est réglementé. Mais il peut y avoir des évolutions dans les formes, les matériaux qu'on utilise. Donc, tous ces aspects-là, de l'individu et le mental. Pareil, j'allais le citer ensuite après le matériel, mais pour moi, c'est la principale chose à maîtriser au départ de la course, au départ des championnats du monde, au départ des Jeux. Sur les 10 bateaux qui seront en finale, les 10 sont quasiment ex aequo sur les paramètres que j'ai cités précédemment. La seule chose qui va faire matériel, on a tous plus ou moins le même niveau physique, sauf moi, je suis en dessous. Mais pareil sur le niveau technique. T'as les calages qui vont varier, t'as des trucs, des petits trucs comme ça. Bon. Il y a une très grosse densité d'athlètes, voilà. Que ce soit en France ou à l'international, qui ont les mêmes capacités au départ d'une course. Voilà. Alors ça, c'est ce que je te dis là, sur les 10, c'est à faire varier suivant les catégories. Parce que tu regardes la finale des Jeux, il y a 4 bateaux qui sont dans un niveau, et le reste, c'est le reste du monde. Ouais, du fait du mode particulier de sélection. Oui, et puis des capacités, par pays, etc. C'est des capacités qui ont été développées par ces personnes-là au travers des entraînements qu'ils ont fait dans leur pays et avec l'équipe et les entraîneurs avec lesquels ils travaillent. Hein. Concrètement, c'est une dame. Marge elle a vraiment réalisé ce qu'elle sait faire parfaitement. Mais au-dessus, c'est un autre niveau de navigation. Et il va falloir qu'elle passe à cet autre niveau de navigation maintenant. Et entre les 3 qui étaient au-dessus, tu dis que c'est surtout sur le mental que ça a joué. Ah ben bien sûr, entre ces 3-là, c'est que le mental et que la maîtrise de la course. Un gars qui est impressionnant cette année, c'est presque avec. Par an dernier, tout le monde a fait sa perf. Quand tu le vois, tu te dis, mais il peut pas perdre. Il peut rien lui arriver. Il peut pas perdre. Sur les 3 premiers appuis, tu sais que il ne peut pas perdre. Comment il fait? Chaque entraîneur devra savoir comment il fait. Mais donc voilà. Et donc, tout ça, si tu veux, c'est la préparation individuelle de l'individu et du staff d'entraîneurs qui doit définir la préparation avec l'athlète pour aller jusqu'au jeu. Et autour de tout ça, il y a la dynamique dont on a parlé tout à l'heure, autour de l'événement. Et donc, la perf, c'est l'association de tout ça, de tous ces éléments mis les uns à côté des autres, qui vont aboutir à la perf. Donc, c'est pas toujours facile à maîtriser, d'une complexité énorme, surtout dans des activités comme le slalom. Mais ce que je te dis là, tu le transposes, par exemple, à la course en ligne, t'as 95% de vérité. Même sur une activité comme la course en ligne, des grosses différences physiques peuvent être faites. Bien sûr. Parce ça peut se jouer quand même beaucoup sur le mental. Bien sûr.
quand t'arrives au 200, au 750, ou quand t'es à 20 mètres de la ligne et que ça brûle de partout, et qu'il faut continuer à faire avancer le bateau, et plus vite que celui qui est à côté, si t'es pas plus fort que lui mentalement, il te mange. Et est-ce que le travail en préparation mentale, c'est quelque chose que tu avais déjà mis en place quand tu étais def? Ouais, on a eu des actions là-dessus. Ouais, tout à fait. Des préparateurs mentaux qui venaient périodiquement? Oui. Qui travaillaient individuellement avec les athlètes, collectivement? Oui. Tout ça. Oui, qui venaient dans l'équipe, qui venaient pendant les stages, qui travaillaient avec les volontaires. Ça a toujours été, on a toujours proposé et non imposé. Et donc à partir de là, il y a eu des expériences qui se sont développées ensuite, et puis je pense des progressions et des réalisations de perf, en partie grâce à ça, en partie, mais pas uniquement. C'est à quel moment que tu as commencé à prendre conscience de ce rôle du mental de la performance? Déjà athlète? Oui, déjà athlète. Et tu t'es fait accompagner là-dessus? Moi personnellement non. Non, mais le premier qui a amené ça, c'est Eric Coquelin, qui alors je vais te dire, dans les années, pour te donner une année précise, dès 78, 79, à l'époque, il avait amené des personnes de l'INSEP dans les stages. Sur les compètes aussi, des fois? Aussi, nous on en a amené sur les compètes. Alors c'est pas toujours bien compris, surtout de l'extérieur, parce que c'est un domaine qui est propre à chaque individu, donc la confidentialité doit être respectée et doit être maîtrisée. Donc ça c'est la structure qui est garante de tout ça. Est-ce qu'il y avait déjà aussi un accompagnement extérieur sur la préparation physique? Ou est-ce que ça a toujours été le rôle de l'entraîneur de slalom de faire aussi la préparation physique de son athlète? Ça a toujours été le rôle de l'entraîneur de faire la préparation physique. Très peu d'interventions en slalom extérieure sur la préparation physique. Oui, en course en ligne. Et est-ce que c'est pas un peu surprenant en 2021 où tous les sports à dominante physique, je pense par exemple au vélo où ils sont dans la mesure de watts, dans toutes sortes de mesures très précises, etc. Pour eux, c'est une évidence d'avoir un préparateur physique. Et nous, ça reste pas un tabou, mais presque en fait, en slalom. Il y a très peu de gens qui se font accompagner par un préparateur physique extérieur. Je sais pas ça. Je pense que non. Tu veux dire, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont accompagnés? Je pense qu'il y en a qui sont accompagnés. Ouais, il y en a quelques-uns. Et puis la fédération a recruté récemment Audric, qui travaillait à Toulouse, notamment avec Martin. J'ai croisé l'année dernière. En ligne. Mais c'est quand même assez nouveau. Est-ce qu'il y en a eu beaucoup avant des athlètes qui se faisaient accompagner en préparation physique? Non. Par le passé, non. Je te dis non en slalom, oui en course en ligne. Sur la préparation physique. Parce que la dominante, si tu veux, les compétences des entraîneurs de l'époque suffisaient pour avoir des bonnes préparations physiques. Et l'évolution des connaissances sur la préparation physique fait que, notamment en muscu, fait que quand tu es entraîneur soit d'une catégorie, soit d'un groupe d'athlètes, tu ne peux pas maîtriser tous les paramètres. Toi, dans tes connaissances, tu es obligé de t'associer à d'autres. D'où, dans l'équipe d'encadrement, des notions de spécialisation entre guillemets.
sur plus du... C'est l'exemple de Rodrigue qui a été recruté à Vert, qui est spécialiste de muscu. Donc lui peut être à la disposition de tous les entraîneurs et leur apporter des éléments, pas que dans la programmation, mais dans la vérification ou dans la programmation par rapport à ce qui est vérifié sur l'eau et validé sur l'eau. Quand le bateau va plus vite ou moins vite, ce sont des éléments forcément que l'entraîneur il doit prendre en compte pour faire évoluer la programmation. Hein. J'ai une dernière question. Qu'est-ce qui t'a manqué en tant qu'athlète pour atteindre les objectifs que tu t'es fixés Moi, je pense qu'il m'a manqué un peu de rigueur dans l'application de l'entraînement, dans la préparation des courses, peut-être, l'aspect mental et maîtrise de cette partie-là. Voilà, voilà, en gros, ce qui me manquait, je pense que c'est ça. Là, ça m'impressionne toujours d'avoir cette capacité à comprendre qu'est-ce qui a manqué, quoi. Techniquement, je pense que j'étais pas mauvais. Physiquement, ça allait. J'ai fait parfois des choix de matériel qui étaient pas trop opportuns, avec des bateaux notamment trop petits par le passé. Tu sais, des fois, on était à 4 mètres, donc on réduisait le volume pour passer sous les portes, ainsi de suite. Donc ça, sur le choix de matériel, il y a des moments c'était trop extrême, les choix que j'avais faits. Mais ensuite, voilà. Et puis, tout à l'heure, on parlait des 3 années au Krebs. Ça, c'est un manque de dynamique de groupe. Et ne pas être en pôle, enfin, si tu veux, dans une structure d'entraînement, comme j'avais été au BJ ou en sport-études, ça, c'est un gros manque sur la réussite. Ça, c'est une évidence. Sur la dynamique du groupe, quand tu te lèves le matin qu'il fait froid ou qu'il gèle, tu dois aller mettre la jupe pour aller geler les doigts sur la pagaie. Si t'as pas les copains qui te disent allez on y va, c'est dur. Voilà. Donc il y a aussi cette dynamique, si tu veux, au quotidien qui existe dans les structures et dont chacun doit profiter. Ça sera ce que je retiendrai de cette longue conversation là. Faire vivre la dynamique de groupe. Ah ouais, j'y crois. Et ben merci beaucoup Jacques, c'était un plaisir de t'avoir. Et puis le plaisir était partagé. Et ben écoute, je te souhaite une bonne continuation. Merci, à bientôt. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode.